Alors bienvenue dans cette masterclass SIRH. Aujourd'hui on va parler de l'aide au choix, comment choisir sa solution SIRH. Sachant qu'en France, les RH sont confrontés à une problématique très simple, c'est que des solutions RH, il y en a des centaines aujourd'hui. Des SIRH globaux, des SIRH spécialisés en paye, en recrutement, en formation, en gestion des temps, etc. Donc comment faire le bon choix ? Et pour en discuter, donc, on accueille Jonathan et Bart. Salut Bart. Salut Christophe. Ravi de faire partie du podcast et d'en parler aujourd'hui. Pour me présenter très rapidement, je suis consultant SIRH chez Factorial. Donc en fait, j'accompagne les projets, surtout dans le choix, des entreprises qui viennent nous rencontrer. Et Jonathan. Salut, moi je suis Nathan, donc je travaille pour le groupe Synergie, qui est un groupe de travail temporaire d'expertise RH, où je m'occupe du développement RH. Top. Comment on initie ça en fait, Jonathan ? C'est quoi ? Tu commences par quoi en fait ? Parce qu'on a vu précédemment, ok, on crée une équipe, on la structure, on rédige un cahier des charges exhaustif pour les besoins actuels et futurs de l'entreprise pour éviter les écueils futurs. Une fois que ça s'est fait, il se passe quoi ? Il se passe une des étapes les plus importantes, c'est-à-dire le choix. Il faut se faire aider. Enfin, clairement, aujourd'hui, je pense que quand on doit choisir, alors évidemment la taille du projet est différente, mais quand on doit choisir un SIRH ou un outil, quel qu'il soit, il faut se faire aider parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter dans la façon de choisir. Et surtout, on a de grandes chances de se faire un peu balader. Pas par les éditeurs, c'est pas ça le sujet, mais plus parce qu'on a besoin de quelque chose et on essaye d'y trouver dans les différentes démonstrations qu'il va y avoir le côté shine, le côté wow, et on va passer à côté des choses qui sont importantes. Donc évidemment, on peut se faire aider, ou alors on est excellent en veille, on connaît la plupart des outils qui existent sur le marché et on est au courant des dernières tendances et on a lu des comparatifs, des benchmarks, on a demandé à des communautés de réseau de savoir quels avis étaient bons sur tel et tel outil et l'un et l'autre vont en plus de manière complémentaire. Alors, une des premières choses à faire, je pense, c'est tu prends le cahier des charges qui a été réalisé et t'en fais... truc qui peut être très simple, c'est tu le transformes en expression des besoins sous forme de grille auxquelles les éditeurs potentiellement vont répondre simplement pour dire ok, telle fonctionnalité on couvre pas, c'est du développement, etc. Ça permet quand même déjà de façon très factuelle de comparer les solutions et surtout de pouvoir en faire une pièce contractuelle. Ouais. Alors pour moi, la grille des fonctionnalités, en tout cas, ce que tu évoques avec le nice to have, le mandatory, le truc qui est obligatoire, idéal et requis, ou alors ce serait bien de l'avoir, ça fait partie inhérente pour moi du cahier des charges, voire même c'est le résumé du cahier des charges, parce que le reste, c'est un peu de blabla, quoi, en termes de... Pour moi, cette grille des fonctionnalités qui peut composer... moi, je sais que celle qu'on avait fait sur un outil, en tout cas, qu'on avait mis en place, elle faisait 1000 lignes et il y avait 7 onglets, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même quelque chose qui rentre extrêmement précisément dans le détail. Et si les éditeurs ne l'ont pas lu avant, ils ne peuvent pas répondre, en tout cas, à l'appel d'offres. Non, par contre, ce qu'on peut faire, effectivement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est de transformer ton besoin de fonctionnalité en démo, en jeu d'essai, en fait. Et c'est très important cette différence. Il y a des éditeurs qui vont faire des soutenances. Donc les soutenances, c'est la première étape. On va venir vous présenter le produit. Vous allez venir présenter le produit et ensuite, c'est un peu avec un comité de réflexion et de décision qui dit tiens, lui, il y a une petite shortlist, en fait un peu comme un casting finalement. Mais il y a la deuxième étape qui est encore plus importante, c'est que quand on a retenu entre guillemets une première sélection, là entrent en compte les jeux d'essai. Et les jeux d'essai, c'est pas simplement une soutenance, c'est on passe 2-3 jours avec les éditeurs, avec des cas concrets et des cas pratiques qui sont issus d'une base de données qui n'est pas une base de démo. Parce que je suis désolé, mais les éditeurs, on connaît leur base de démo, elle a toutes les fonctionnalités magiques, et quand toi tu le mets chez toi, ça n'a plus rien à voir. Tu as même des PowerPoint automatiques, des trucs incroyables. Non, mais c'est vrai. Bart, qu'est-ce que tu vois, toi, le plus fréquemment ? En fait, ce que tu disais, Jonathan, sur l'effet wow, c'est intéressant et c'est à mettre en perspective avec l'intérêt d'un cahier des charges. Parce que souvent, on voit des entreprises qui ont un projet et qui vont trop se baser
sur des impressions, des premières impressions, pour faire leur choix. Et en fait, le garde-fou derrière, c'est plutôt le cahier des charges où tu vas lister tes fonctionnalités, certes basé sur de l'émotionnel et de l'impression, mais quand même du rationnel avec le cahier des charges. Donc il y a ce premier round de première démonstration où tu vas établir ta shortlist, un peu sur de l'ergonomie, ok, pourquoi pas, mais derrière, vraiment un backup sur le rationnel. Et alors, comment... là, on a été un peu vite en besogne, mais on parle de shortlist, mais comment on choisit les éditeurs, en fait? Bah, déjà, moi, je pense que, justement, ces jeux d'essai, en tout cas, ces 2 rounds... Non, mais au préalable. Tu as fait ton cahier des charges. Qui tu l'envoies. Et souvent, le RH va se dire, même des fois, j'ai des DRH qui m'appellent, qui me disent, j'ai tel projet, à qui je l'envoie, en fait? Bah, en fait, alors, tu as la version, entre guillemets, légale et dans les règles de l'art, qui est quand tu lances ton appel d'offres, il faut l'envoyer à tous les éditeurs, en tout cas, qui sont susceptibles de pouvoir concourir à ça, donc en termes de taille, en termes de fonctionnalité, et tout le monde doit avoir le droit de concourir. C'est comme le recrutement, hein, tu n'as pas le droit d'exclure un certain nombre d'éditeurs parce que tu penses qu'ils ne feront pas l'affaire. Et en plus, il y a un truc qu'on ne fait jamais, c'est qu'il faut envoyer le cahier des charges aussi à l'éditeur actuel. C'est-à-dire celui que tu as, évidemment qu'il a le droit de concourir pour pouvoir rester dans la course. Donc il y a ça, ou tu as la méthode plus, on va dire plus franc-tireur, qui est que tu connais beaucoup d'outils, et à ce moment-là, tu appelles avant et tu te dis je vais ouvrir un appel d'offres, voilà, je vais t'envoyer ça. Ça dépend de la relation que tu as aussi avec les éditeurs. Mais très souvent, quand on est aidé par un cabinet d'aide au choix, enfin en tout cas de la MOA qui nous aide sur l'aide au choix, c'est souvent eux qui se chargent de cette partie-là. Et qui sélectionnent eux-mêmes en fonction de l'étude des fonctionnalités, avec leur connaissance étendue du marché, quel éditeur est susceptible de répondre à ta problématique. Ouais, parce que plus tu en sélectionnes au premier round, plus tu vas passer du temps à filtrer. Donc j'imagine que toi, ta tâche aussi, au début, elle se concentre sur justement ce premier filtre et se concentrer sur des éditeurs qui potentiellement seront intéressants. Ouais, après, moi je pense que quand on parle de projet à 1 million ou 1,5 million, si tu as 15 personnes 15 éditeurs en première intention, tu prends le temps de faire tes 15 en fait. Parce que sinon, tu passes à côté, tu es avec un outil pendant 7 ans, 10, 15 ans et tu te dis « Ah, mais je le connaissais pas lui, je l'avais pas vu. » Voilà. En vrai, je pense que quand tu prends le temps, surtout sur des projets aussi colossaux, tu prends le temps de choisir, quoi. Ouais, mais même sur des projets plus petits en termes de taille ou de budget, il y a quand même beaucoup de RH qui font se tête baissée en se disant j'ai besoin de ça, j'ai 200 salariés, je vais pas m'emmerder à faire un appel d'offres. J'hésite entre 2 dont on m'a parlé et ça, je pense que c'est quand même une belle connerie de faire ça parce que ce qui a marché par exemple chez un confrère marchera pas forcément chez toi. Tout va dépendre de la taille d'entreprise, de la façon dont est aussi organiser ton entreprise, de ton secteur d'activité, de tes particularités. Tu n'as pas forcément les mêmes attentes. Je pense que l'appel d'offres doit être structuré, que tu sois sur un petit projet comme sur un gros. Même si sur un gros, tu as beaucoup plus de risques. Hein, mais parce que toi, si je prends l'exemple Factorial, j'imagine que des boîtes qui arrivent en direct, tu en as aussi. Oui, et qui font même pas de comparatif et qui savent qu'ils veulent l'outil précisément. C'est rare, et en fait, souvent, quand le projet est d'envergure et complexe, on va conseiller de consulter d'autres éditeurs pour vraiment prendre un choix éclairé et qu'ensuite, il n'y ait pas de regret sur « Ah, mais on ne savait pas que ça, on pouvait le faire, ça, on ne pouvait pas le faire ». Donc, pour la construction du projet, c'est un plus et c'est même une étape nécessaire. Maintenant, quand on parle de choix, côté éditeur, on pense surtout au succès dans l'implémentation et l'utilisation. Ce que moi j'observe dans les projets qui réussissent, c'est que au stade de choix sont impliquées différentes équipes et parties prenantes sur l'outil. Ce n'est pas juste un projet RH, mais qu'on va impliquer des équipes IT, l'équipe direction financière et in fine l'équipe direction générale. Et ça, en fait, si dans la phase de choix, on ne les retrouve pas en interlocuteur, le risque pour l'équipe RH, c'est d'avoir des surprises par la suite ou de ne pas rencontrer l'adhésion. Ouais, il faut que ça fasse consensus
au niveau du comité de pilotage global du projet, y compris. Oui. Mais il y a d'autres exemples que j'ai vus aussi qui fonctionnent assez bien. Sur, tu disais, les phases de démo. Parce que souvent, une fois qu'on a validé la partie cahier des charges, qu'on arrive à une sorte de shortlist des solutions qui répondent à 90% du cahier des charges, on va dire, c'est jamais à 100%. On se dit, ok, bah maintenant, prochain rendez-vous, les gars, démo ou démo standard ou démo, comme tu disais tout à l'heure, sur des cas pratiques, jeux d'essai. D'intégrer aussi des opérationnels, voire des managers qui vont évaluer la solution aussi côté utilisateur, salarié, etc. Pas uniquement côté expert RH, de façon à avoir une meilleure adhésion aussi dans le choix de l'outil pour la suite. Après, de toute façon, là, on ne l'a pas souligné, mais comme ça intervient potentiellement après la constitution de l'équipe projet est constituée effectivement de tous les acteurs dont tu parlais, on en a parlé tout à l'heure, mais l'équipe projet est aussi constituée d'opérationnels qui ont leur vision sur les sujets. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie de dire que par rapport à la façon dont sont choisis les outils, il faut aussi se poser la question, il faut aussi être raisonnable aussi, dans le sens où on va avoir des éditeurs qui vont nous promettre monts et merveilles et qui par exemple sur une grille de fonctionnalités vont avoir tout rempli, peut-être en standard ou alors en développement à venir. Et on va avoir tendance à trouver la promesse belle et choisir à la limite ceux qui nous proposent le plus de développement à venir. Pour autant, il faut quand même se baser sur le concret. Qu'est-ce que la solution elle a ? Puisqu'on connaît les roadmaps, en général, elles dévient. Donc la solution elle a quoi aujourd'hui et comment elle fonctionne avec mes données à moi ? Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment, je pense, choisir de manière judicieuse, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur l'éditeur qui va te dire bah, ça on le fait pas, mais c'est dans la roadmap à 6 mois. Ça on oublie en général, la roadmap à 6 mois. C'est une invention de Bart qui va vouloir vendre. Moi je m'engage sur 3 mois. Allez, maximum 3 mois sur les roadmaps. On s'engage pas sur une roadmap, quoi. Ça marche jamais. Là, on a vu la partie purement, on va dire, technico-fonctionnelle, auquel les solutions répondent. Après, souvent, il y a un point qui est assez difficile à mesurer entre éditeurs, parce que je pense que ça les arrange aussi. Ils ont tous des modèles financiers différents. Il y en a un qui va te dire, bah tiens, il y a tant de mise en œuvre, tant de run, tant de formation, tant de trucs. Il y en a un autre qui va te dire, ah non, moi, il n'y a pas de coût de mise en œuvre, c'est juste un coût de run. Il faut aussi être capable de faire rentrer les éditeurs dans une espèce de grille que vous leur fournissez en disant, moi, je veux que vous me décomposiez le coût de formation, les éventuels coûts de mise en œuvre, d'API, d'interface, reprise des données, le coût du run, c'est-à-dire combien ça me coûte l'hébergement, le coût de fonctionnement d'un salarié par mois, est-ce que ça comprend une maintenance applicative, est-ce que ça comprend une hotline, etc. Et ça, c'est vraiment souvent très difficile de comparer deux solutions par rapport à leur proposition commerciale. Ouais, alors, après, tu t'y connais mieux sur ça, mais non, moi, en tout cas, ce que je fais toujours, c'est qu'on avait fait une grille de comparatif financière et on le ramène au user, en fait. C'est à combien coûte le user, quels que soient les différents modules, à composition du SIRH ou de l'outil égal. C'est comme le coût bulletin en paye, quoi. À partir du moment où tu connais ton coût bulletin, tu sais lequel est compétitif et lequel ne l'est pas, ou comme ton coût d'acquisition candidat. Il faut revenir à la plus petite entité économique, en tout cas de ton projet. Ouais. Et d'ailleurs, généralement, on parle de prix par licence, plus que de prix total annuel. Donc ça, c'est plus sur la phase finale dans la négo. On n'a même pas révisé. Hein, tu vois. Mais est-ce que tu fais ça aussi pour l'implémentation ou là, tu le vois pour une enveloppe globale? Tu lisses? Non, mais il y a un vrai sujet, ça c'est hyper important, c'est que quand on choisit un outil RH, on ne choisit pas l'intégrateur. En tout cas, on nous fait croire qu'on ne peut pas choisir l'intégrateur, en tout cas quand il y en a un, et surtout, on ne nous montre pas le coût de l'intégrateur. Parce que les éditeurs, ils se disent, bon, bah voilà, moi, c'est mon coût éditeur, et derrière, ils ne vont pas chiffrer le coût de l'intégrateur parce que ça le regarde, en fait. Et souvent, on se retrouve avec des projets où tu as 1 million ou 500 000 de licences, j'en sais rien, je dis des choses comme ça, annuelles, et on va se rendre compte que derrière, tu as 1,5 million de projets, et donc là, ton projet, il explose parce que tu n'as pas prévu que ton intégrateur coûte aussi cher. Donc, dans l'aide au choix, il y a aussi le choix de l'intégrateur, c'est-à-dire que tu as le droit de choisir ton
intégrateur et dire non, moi je veux pas lui, je veux un autre, parce que ou tu peux même choisir, parce que souvent l'éditeur le dit pas, mais tu peux choisir que l'éditeur intègre ton outil aussi. Alors, je précise, les intégrateurs, il y en a pas toujours et il y en a même souvent pas. Il y en a sur des très grosses solutions. Ouais. Il y en a de plus en plus quand même. Sur les cabinets aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et évidemment, là on était sur les SIRH, mais plein d'outils, des ATS, ils proposent des intégrateurs, tu vois. Mais en tout cas, c'est important de prendre en compte ce coût aussi et de le choisir. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, tu inclus ton coût intégrateur dans ton coût user. D'ailleurs, dans le choix du SIRH, et vous me confirmerez, mais ce qu'il y a d'intéressant en termes d'économie sur ces intégrations, justement, c'est quand elles existent en natif sur la plateforme. Et donc, je pense que c'est un critère à prendre en compte au moment du choix, dans le cahier des charges potentiellement, de qu'est-ce qui est prêt à être installé en natif. Je prends un exemple. Ton SIRH, il est inclus dans ta suite Microsoft, avec l'Active Directory. Ça te facilite grandement les choses, plutôt que de devoir débroussailler tout le terrain avec un éditeur qui a besoin de développer ça avec un intégrateur précis. Ouais, et il y a aussi autre chose en comparatif qui est important dans les deux choix, c'est qu'on analyse souvent les coûts, mais on n'analyse pas les ROI. Et faire un comparatif de ROI, c'est aussi hyper intéressant parce que tu as des outils qui vont te coûter peut-être plus cher, mais qui vont avoir un ROI bien supérieur. Et donc, in fine, le coût va arriver à être plus réduit pour l'utilisateur sur la durée. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi parce que ça te permet d'avoir une vraie lecture à long terme du coût de ta solution. Et il faut ajouter aussi à tout ça le choix de la TMA, enfin la tierce maintenant. S'il y en a une, ouais. S'il y en a une. En fait, il y a une partie qu'on n'a pas trop dit, c'est l'empathie avec l'éditeur, tu vois, parce qu'on commence l'alignement, comme on disait tout à l'heure avec l'équipe. Il faut aussi qu'avec les éditeurs, on soit... Ouais, faut que ça fitte un peu. Objectif, c'est-à-dire on peut pas leur demander la lune si tu veux, et tes éditeurs, des fois, tu leur demandes à des petites équipes, par exemple, tu leur demandes de remplir des cahiers des charges de dingue, tu vois, et après, il faut leur laisser le temps de reposer des questions, le temps de remplir les trucs, tu vois, parce qu'il y a un temps aussi. T'as le planning. Bah ouais. T'as le planning qui doit être dimensionné par rapport aussi à ce que t'envoies. Effectivement, si t'envoies un cahier des charges avec 1000 questions versus 50 questions, t'as une semaine, tu peux pas laisser une semaine aux éditeurs pour répondre parce que de toute façon, les éditeurs, ils ont plein d'appels d'offres, plein de barres, j'imagine, t'en as un paquet et tu vas pas faire une priorité parce que je t'ai dit c'est pour dans une semaine. Donc il faut aussi avoir un peu de réalisme par rapport à ça, par rapport même aux ambitions en matière de planning. Souvent on se dit tiens, on fait notre projet, on fait le cahier des charges, on a prévu un planning théorique de démarrage de la mise en œuvre. Puis finalement, dans le cadre de l'appel d'offres, l'éditeur va dire bah non, en fait, c'est pas possible avant 4 mois ou c'est, tu vois, je prends l'exemple des éditeurs de gestion des temps post-Covid. Oui. Le moindre projet, t'étais à un an et demi en mise en place possible et même encore aujourd'hui, tu vois, ils traînent encore. Donc il faut aussi, à un moment donné, écouter les conseils des éditeurs. C'est important, ouais. Et pas se dire non, je suis client. À un moment donné. Tu disais sur les fonctionnalités, c'est pareil. Quand l'éditeur va dire, bah non, nous, ça, c'est standard, voilà pourquoi, et si vous dérogez, bah nous, la maintenance applicative derrière, ça va pas suivre. Faut pas essayer de forcer des verrous non plus à tout prix pour avoir des fonctionnalités. Si tu forces, le commercial, il va te dire que oui. Il va te dire que oui, mais derrière, ça va pas le faire, en fait. Et puis, il y a un truc qui est important aussi là, dans cette façon de faire, c'est quand tu choisis un outil, souvent la logique c'est adopt and not adapt. En gros c'est c'est ça. Tu dimensionnes tes process ou tu revois tes process en fonction de l'outil et pas tu demandes à l'outil de se plier à tes process parce que in fine ça va marcher au début mais en vrai quand plus on tord l'outil plus c'est difficile. En vrai Non, j'ai pas dit en vrai, j'ai dit in fine. Je te jure que t'as dit en vrai. Non, je suis d'accord. Et aussi pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que plus tu passes de temps avec l'éditeur, plus tu vas percevoir sa philosophie d'accompagnement et sur des détails aussi, potentiellement sa rigueur dans les réponses et sa réactivité. Et ça, si tu es expéditif dans ta shortlist, potentiellement tu peux passer à côté d'éditeurs qui ont une bonne philosophie d'accompagnement mais qui n'ont peut-être pas l'outil parfait. Et à l'inverse, d'autres qui ne proposeront que un accompagnement et pas grand-chose. Ouais, après, je pense qu'il y a des questions souvent qui sont omises dans les appels d'offres. Moi, j'aime bien les questions du style
Combien êtes-vous chez l'éditeur Ouais, c'est vrai. Combien êtes-vous dans l'équipe développement, au commerce, à la prod? J'aime bien en fait avoir la répartition des équipes côté éditeur. Ça donne une bonne idée de la capacité future possible d'accompagnement ou pas. Ouais, et puis il y a aussi un autre truc, moi, que j'aime bien regarder aussi dans les jeux d'essai. Et j'insiste sur les jeux d'essai, c'est pas des démos. Il faut passer 1 jour et demi avec l'éditeur et aller dans le dur du produit. C'est souvent aussi ceux qui te préparent quelque chose. C'est-à-dire que tu vas envoyer toi, tu vas préparer tes données. Je sais pas, par exemple, des faux candidats ou ce genre de choses quand tu veux choisir un ATS, ou alors carrément des jeux de données administratifs quand tu veux choisir un SIRH. Et tu vas avoir ceux qui vont vraiment te préparer l'exercice et qui vont arriver à la démo avec au jeu d'essai avec un environnement préparé pour toi, et ceux qui ont dit oui, moi j'ai pas vraiment voilà, il y a ça, on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça, et ça montre aussi l'implication de l'éditeur à essayer de remporter l'intérêt pour ton projet. Ouais. Évidemment. Il y a un autre point qui est intéressant dans cette étape d'appel d'offres, hein, c'est les références. Moi je trouve que c'est toujours quand même intéressant d'aller chercher au moins une référence client et de pouvoir au moins faire un call avec un DRH qui a déjà mis en place la solution pour savoir comment s'est déroulé le projet, s'il y a des écueils, s'il y a des choses auxquelles il va falloir quand même faire attention, et puis comment ça se passe dans la prod, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, mais alors moi je me méfie un peu parce qu'il y a quand même des éditeurs avec qui tu as une bonne relation et qui te demandent d'être mis en call avec, tu vois. Mais ça dépend pas de forcément... l'honnêteté du RH. Je pense que par réseau, tu peux en trouver. Oui, moi je trouve que c'est plus intéressant, plutôt que des calls clients, c'est plus de demander des contrôles de référence par le réseau, tu vois, des communautés où effectivement il y a des veilles, que d'être mis en relation par l'éditeur auprès d'un client dont on sait qu'il est quand même satisfait en général, sinon ils ne le choisissent pas. Avec sa petite remise. Faut pas le nier. Non, et d'ailleurs, chez Factorial, pour donner de la visibilité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les remises. On n'intervient pas dans ce call de référence, en fait. On met en contact les deux intervenants, mais nous, on n'entre pas dans le call, dans la visio ou autre. Et aussi, pour faire écho à ce que tu disais, j'observe pas mal de groupes WhatsApp, de communautés RH qui se demandent des conseils sur des choix, bons, moins bons, etc. Et ce bouche à oreille, il fonctionne, c'est vrai, de façon plus transparente encore que les prises de référence. Top. Et puis il y a la presse spécialisée. Aujourd'hui, on a des tas de newsletters qui comparent les outils. Donc forcément, c'est aussi une source à regarder. On a accès à tout. Un média, MyRHline, je crois, il fait des trucs comme ça. Je te ferai ton chèque, Jonathan. Merci, c'est gentil. Top. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Un dernier conseil? On n'a pas parlé de dimension internationale sur des projets. Ça peut être aussi des critères à prendre en compte. Alors déjà sur la langue, ça va de soi, mais aussi sur les équipes. Les capacités des équipes dans les pays, ouais. Et comme tu disais, à mettre en perspective, imagine, ils sont 2000, mais ils sont présents sur 30 pays. C'est à mettre en corrélation avec une solution française ou européenne, un peu moins nombreuse, mais qui est plus centrée sur son petit portfolio de clients. Moi, je suis un petit peu moins d'accord parce que les solutions internationales, par exemple, ça dépend de quoi on parle. Pour implémenter des outils de paye, si tu as une solution qui est américaine... De toute façon, une solution paye internationale, on va pas se mentir, ça n'existe pas. Il y a des éditeurs qui le font, sauf que pour traiter la paye française, alors, je vais reformuler, c'est horrible. Des solutions internationales qui fonctionnent pour la paye, ça n'existe pas. Non, mais c'est pour ça que le côté international, il est bien, mais souvent, il y a le côté... où est-ce que le business est le plus élevé, et si c'est une solution internationale qui fait 90% de son chiffre d'affaires je sais pas moi, en Amérique latine par exemple, ils vont mettre beaucoup moins d'argent dans les investissements de ton pays local, donc ça dépend sur quel type de vertical tu le prends. Et à corréler avec des références du coup nationales. Top. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appel d'offres.
Merci pour cet épisode.